Chapitre 29. Les raisons invoquées. 23 octobre, 2 décembre 2015. Le lendemain matin, la Gazette du Sorcier titrait sur l'arrestation de sorciers suspectés d'avoir mis en péril la communauté magique en violant le traité avec les centaures. Des témoins de l'intervention à Préolard, ou qui se prétendaient comme tels, relataient ce qu'ils avaient vu et tout le mal qu'ils pensaient de la fratrie elfique, bien connue pour être une bande d'ivrognes et d'escrocs. D'autres racontaient comment ils avaient observé le commandant des Aurores enquêter aux alentours de la forêt les jours précédents et interroger un vampire et une harpie avec qui il semblait avoir des relations très cordiales. « Tu vois » fit remarquer Owen à mi-voix à Harry. « Ils ont correctement interprété votre petit duo à toi et ta copine aux grandes dents. »« Tu es jaloux parce que je me suis fait plein de nouveaux amis, » répliqua Harry. « À propos, je vais aller rendre compte à Firenze cet après-midi. Tu viens avec moi? Tu y tiens? Tu as participé? Tu as le droit de témoigner de ce que tu as fait. Mais ce n'est pas une obligation. Je passe mon tour. Pour l'accusation, qui doit la monter? Demelza et toi. Je vous donne carte blanche. Croisez vos infos et faites-moi un beau dossier. D'accord. Dis, j'attends le dresseur de croupe qui doit venir signer sa déposition pour expliquer comment on a trouvé l'épée. Tu veux bien lui dire 2 mots? 10 minutes plus tard, Harry félicitait un homme rougeau qui semblait à la fois terriblement intimidé et excessivement fier de se voir distingué par le survivant. Harry le remercia d'avoir pu intervenir rapidement sur l'enquête et l'encouragea à envoyer sa note pour le travail effectué. Demelza l'entretint juste après. On a repris les interrogatoires. On tente de les monter l'un contre l'autre. On leur a dit qu'on a suffisamment d'éléments pour prouver qu'ils ont tué la centauresse et que celui qui nous indiquera qui est le meurtrier bénéficiera d'une remise de peine conséquente. Tu penses que ça va marcher? Elle haussa les épaules. Au moins, on pourra dire qu'on aura tout essayé. C'est vrai, reconnut Harry. À part les livrer aux centaures, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Après avoir fait le point avec Demelza, Harry fut tenté d'aller voir Hermione. Il se souvint néanmoins de la remarque de Ron sur la réputation de sa femme et opta pour une conversation par miroir. Il ferma la porte de son bureau et se mit en communication avec son amie. Elle lui sourit en le découvrant et devina qu'elle bougeait le bras qui ne tenait pas le miroir. Sans doute posait-elle un sort de confidentialité. De son côté, il décida de laisser son adjoint écouter la conversation. « Tu as lu la Gazette, je suppose » commença Hermione. « Oui, qu'en penses-tu ?»« Que c'est du Hackerly tout craché. Il repère tout de suite le côté politique. Et occulte complètement la notion de meurtre, s'agaça Harry. Ce ne serait qu'une créature non humaine, sans personnalité, sans intelligence, et le fait qu'elle soit morte parce qu'un assassin a voulu la transformer en potion ne mérite même pas d'être signalé. Tu sais que je pense totalement comme toi, assura Hermione d'une voix lénifiante. Je te conseille cependant de prendre en compte la piste qu'il te suggère. Dans ton dossier d'accusation, n'oublie pas de parler de la violation du traité et de souligner le danger que cela fait courir au monde sorcier. Ça a plus de chances de déboucher sur une condamnation que la simple notion d'humanité. « Tu arrives à t'habituer à ça ?» questionna douloureusement Harry. « Merlin m'en préserve, mais je m'adapte et je me concentre sur mes objectifs. » « Une femme pleine de bon sens, » remarqua Stanislas, une fois que Harry eut mis fin à la conversation. « Voldemort n'avait pas une chance contre nous, » appuya Harry avec fierté. L'après-midi était bien entamé quand Harry décida qu'il était temps de rendre compte de son enquête dans la forêt interdite. Il convenait que les relations avec les créatures magiques n'étaient pas de son ressort, mais il n'avait reçu aucune directive contraire du ministre, et il avait été mandaté en personne par Firenze pour mener l'enquête. Il pensait donc qu'il se devait d'aller l'informer lui-même de l'arrestation qu'il avait accomplie. Après avoir prévenu de sa venue par cheminée, Harry partit pour Poudlard. Il commença par aller voir le directeur, à qui il résuma brièvement les derniers développements de ses investigations. Brooklehurst avait visiblement lu la Gazette le matin, mais apprécia la visite de courtoisie du commandant des Aurores. Ensuite, accompagné par Hagrid, Harry retourna une fois de plus dans la clairière où tout avait commencé.
En silence, ils attendirent que les centaures viennent à eux. Au bout d'un moment, ils distinguèrent une silhouette équine à travers les arbres, laquelle repartit rapidement, sans doute pour rapporter leur présence. Enfin, Bane et Firenze se présentèrent. « Merci pour ta visite, Harry Potter. Merci de me recevoir dans votre habitat, le salua courtoisement Harry. Salut à vous, Bane. Quelles sont les nouvelles, Harry Potter? Répondit le chef de clan. Une harpie a suivi pour nous la piste du sang, exposa Harry. Cela nous a permis de trouver les coupables et de les arrêter. Pourquoi couper le fil d'une vie? Demanda douloureusement Firenze. Pour de l'argent, lui apprit tristement Harry. Je le disais, ça ne pouvait être qu'un humain, cracha Bane. Harry décida de ne pas relever et de revenir sur ses actions. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'ai trouvées. Dans quelques semaines, ils seront jugés et, je l'espère, punis. Nous n'avons pas confiance dans la justice des humains, asséna froidement Bane. Nous exigeons que les coupables nous soient livrés. C'est contraire au traité qui a été signé entre les sorciers et les centaures, opposa Harry, qui avait étudié la question avec Stanislas avant de venir. Chacun d'entre nous a le droit d'être jugé par les siens. Vous avez imposé cette règle pour laisser vos tueurs impunis, protesta Bane. Vous avez signé ce traité qui a considérablement amélioré les rapports entre nos peuples, rappela Harry. Aucun d'entre nous n'a intérêt à le remettre en cause. Nous avons enquêté, un humain sera jugé pour meurtre. Nous avons respecté notre part du marché. Pour toute réponse, Bane lui tourna le dos, leva la queue et lâcha une salve de croûte. Harry ne douta pas que ce devait être une injure mortelle chez les centaures, au vu de la réaction attristée de Firenze et celle choquée du gardien des clés, qui fit un pas en avant. Le commandant des Aurores posa la main sur son bras pour calmer le jeu. « Firenze, je suis vraiment désolé pour votre fille, » dit doucement Harry au père endeuillé. « Ceux que j'ai interrogés m'ont dit qu'elle était gentille et aimable. Je suis profondément contrit à l'idée qu'un humain ait eu la bêtise et la cupidité de mettre fin à sa vie. Tous ne sont pas comme toi, Harry Potter. Peu ont l'éclat de ton étoile. Merci, bafouilla Harry. Je te remercie pour la peine que tu t'es donnée, continua Firenze d'une voix digne. Puisse ton chemin rester éclairé. Harry salua Firenze, ignora Bane qui avait toujours le dos tourné, et retourna sur ses pas avec Hagrid. Le géant le raccompagna à la grille de Poudlard, et, de là, Harry partit à pied pour Préolard. Il entra à la tête de Sanglier. « Vous êtes en train de devenir un habitué, monsieur Potter, » remarqua le patron. « Vous allez finir par faire fuir mes clients. »« Désolé, mais j'ai encore du courrier à vous confier. » Le barman empocha les 2 lettres sans sourciller. Mais Harry savait qu'il avait lu au passage les destinataires. Sanguetivornia, le vampire, et Séléno Andor, la harpie. Il les remerciait tous les 2 de leur coopération et précisait pour son informatrice que ces indications lui avaient permis d'arrêter les coupables. « Vous allez continuer à me décimer ma clientèle ?» grogna le barman. Il aurait été facile de répliquer au tenancier qu'il n'avait qu'à mieux choisir ses habitués. Cependant, tant les Aurores que la police magique appréciaient l'aspect interlope de ce pub qui leur permettait de récolter des renseignements précieux, ce que le barman n'ignorait pas. Harry préféra sourire. « Loin de moi l'idée de saper les bases de votre commerce. Où est-ce que les honnêtes sorciers iraient trouver de quoi boire de l'alcool un peu fort, hein ?» Il fallut encore quelques jours pour monter le dossier contre les frères elfiques. Harry, se souvenant des conseils d'Hermione, suggéra à Owen d'évoquer la violation du traité avec les centaures dans la liste des accusations. Le regard que lui jeta son ami et subordonné lui fit comprendre qu'il n'avait fait qu'énoncer une évidence. Adriana Curly n'avait pas reparlé au commandant des Aurores depuis leur conversation orageuse, mais le budget qui lui avait été refusé finit par être versé, avec seulement quelques jours de retard. Deux semaines plus tard, Harry fut sollicité par Nat Proudfoot et Richard Wellbeloved, 2 Aurores de l'ancienne génération. Ils venaient d'enquêter sur le décès d'un sorcier, Vestus Kronk, qui ne s'était pas réveillé un matin. Il n'était plus tout jeune, mais toute mort non expliquée devait faire l'objet d'une enquête. D'après le médicomage, le cœur avait lâché,
L'homme avait eu plusieurs attaques cardiaques auparavant et la recherche de substances vénéneuses dans son organisme se révéla négative. Sa gouvernante, Marjorie Wiblin, visiblement très peinée, informa les Aurores que son employeur avait un frère, qui vivait depuis très longtemps chez les Moldus. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle savait que c'était lui qui héritait des biens du défunt. L'avocat de feu M. Kronk avait confirmé les dires de Mrs. Wiblin après avoir ouvert le testament. Alerius Kronk était bien le successeur de son frère. Malheureusement, son adresse n'était pas indiquée dans le document. Les Aurores de leur côté avaient clos l'affaire en concluant à une mort naturelle. Mais voilà qu'il venait d'être recontacté par l'homme de loi. À l'ouverture du coffre du défunt, une lettre destinée à Alerius Kronk avait été retrouvée. La missive en cause était jointe au message, à charge pour eux de la faire parvenir à son destinataire. Les deux Aurores qui considéraient que leur travail était terminé étaient revenus demander à Harry d'envoyer à l'avocat une fin de non-recevoir. « Je ne comprends pas pourquoi ce baveux nous envoie cette lettre posthume », argumenta Proudfoot. « C'est à lui de trouver le frère et de régler la succession. » Harry contempla l'adresse portée sur l'enveloppe cachetée et s'enquit. Comment était cet avocat ? Normal, répondit Proudfoot. Normal traditionnel ? Insista le commandant des Aurores. Oui, et alors ? Demanda Well-Beloved sur la défensive. Il n'a sans doute pas envie de faire une recherche dans le monde moldu, supposa Harry. On ne peut même pas envoyer cette lettre par la poste, l'adresse n'est pas complète. Mais nous non plus, nous n'avons pas envie de faire une recherche dans le monde moldu, protesta Proudfoot. Ce n'est pas notre boulot, et puis, l'enquête est close. Pourquoi ne l'a-t-il pas envoyée à la gouvernante, grogna Well-Beloved. Elle ne fait pas partie de la famille, et n'est pas concernée par l'héritage, rappela Harry. Bien, je suppose que l'avocat n'a pas de contact avec les moldus, et n'a pas envie d'en avoir. De notre côté, nous connaissons un policier moldu qui peut faire la recherche pour nous, même si ce n'est pas dans nos attributions. Je m'en occupe si vous voulez. Les deux Aurores acceptèrent avec empressement, et Harry prit le téléphone portable qu'il gardait pour ces occasions. Il vérifia qu'il était chargé et dit à Stanislas « Je monte en surface pour l'appeler. »« D'accord, à tout à l'heure. » Harry entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton qui menait à la cabine téléphonique qui dissimulait l'entrée moldue du ministère de la Magie. Comme toujours, l'impasse était calme. Il faisait plutôt beau, le soleil rendait la ruelle presque agréable. L'Aurore ouvrit la porte de la cabine pour mieux respirer et appela son contact policier. Celui-ci lui fournit rapidement des coordonnées précises et un numéro de téléphone. Harry pouvait désormais poster la missive. Il lui suffisait de compléter l'adresse, d'acheter un timbre et de trouver une boîte à lettres. Il vérifia qu'il avait quelques livres sterling sur lui, il veilla à en avoir toujours un peu dans son aumônière, et transforma sa robe en imperméable. Quand il déboucha dans la rue sur laquelle donnait l'impasse, il changea d'avis, il recula et leva sa baguette pour appeler le magicobus. Il ne l'attendit pas trop longtemps et le trajet, bien que toujours un peu éprouvant, fut assez rapide. Il se retrouva dans une banlieue assez morne. Il fallut qu'il demande à un passant pour trouver l'adresse qu'il cherchait, les noms de rues et numéros n'étant pas indiqués. On le dirigea vers la partie gauche d'une maison jumelle plutôt décrépite. Il monta les 2 marches du perron, faisant attention de ne pas mettre le pied dans les fissures qui lézardaient le béton. Devant la porte, il chercha des yeux une sonnette ou un heurtoir, mais il n'en trouva point. À la place, une petite étiquette collée sur le battant indiquait « Pousser et entrer ». Il s'exécuta. Il déboucha dans un corridor étroit qui sentait le chou. Cela lui rappela ses courts séjours chez Mrs. Figg. La seconde porte à sa droite était ouverte. Il avança pour voir s'il y avait quelqu'un. Il tomba sur une pièce où des chaises étaient disposées le long des murs. Un homme y était installé, plongé dans un journal. « Je cherche Monsieur Kronk, » dit Harry. « Attendez votre tour, » fit son interlocuteur sans lever les yeux de sa lecture. Harry s'assit donc, après avoir retiré son pardessus qui lui tenait trop chaud, et se plongea dans la gazette locale qui traînait sur une table basse installée entre 2 chaises. 10 minutes plus tard, il entendit un bruit de porte et des voix de personnes qui se disaient au revoir. Quelques secondes après, un homme d'une 60aine d'années, portant une moustache embroussaillée, s'avança jusqu'au seuil de la pièce où Harry se tenait. Celui qui était arrivé avant l'aurore se leva et serra la main du nouveau venu. Sans mots, ils sortirent. Harry se demanda quel métier Kronk exerçait. Il n'avait pas vu de plaque de médecin, dentiste, coiffeur ou
quoi que ce soit d'autre indiquant la spécialité de son hôte à l'entrée de la maison. Il devait tout de même être connu car le temps qu'il s'occupe de son client, une jeune femme aux lèvres serrées et un adolescent boitillant étaient entrés et s'étaient assis en compagnie de Harry. Quand l'homme revint, Harry se mit debout et le suivit dans la pièce qui se trouvait en face de la salle d'attente. « Mr. Kronk » commença Harry quand la porte fut refermée derrière lui. L'autre leva la main d'un geste impérieux, réduisant l'aurore au silence. Il fallut quelques secondes à Harry pour comprendre la raison de sa docilité. Par son maintien et ses yeux vifs, l'homme lui rappelait Albus Dumbledore. « Monsieur, tenta-t-il de nouveau, votre bras droit doit vous faire mal quand vous l'utilisez beaucoup. » Harry, interdit, ne répondit pas. Il était exact que son avant-bras l'élançait après des séances d'entraînement un peu soutenues, mais il n'y avait jamais prêté attention. Cette douleur était tellement insignifiante, après celle que lui avait infligée sa cicatrice et ses divers combats, qu'il avait tendance à l'occulter. Kronk s'avança vers lui et tendit la main. Sans le toucher, survola de son épaule vers le coude, puis vers le poignet. Soudain, il saisit Harry entre ses doigts noueux et dit simplement « C'est là ». « Comment le savez-vous » demanda Harry désorienté. « Vous permettez » Sans attendre la réponse, l'homme avait soulevé la manche de son pull et mis à nu le bras de Harry. Il examinait maintenant l'endroit qu'il avait désigné. 2 points blancs tranchants sur la police. « Un animal » interrogea-t-il. « Un serpent » répondit machinalement Harry, en se demandant comment Kronk avait pu les repérer à travers son lainage. « Asseyez-vous » l'invita l'homme, en désignant une banquette placée au milieu de la pièce. « Je ne suis pas venu pour ça » protesta Harry. « Le reste peut attendre » décréta l'autre, en le guidant doucement mais fermement pour le faire asseoir. Harry obtempéra, curieux de voir ce qui allait suivre. Il sentit la main chaude du praticien courir sur sa peau, explorer sa paume, puis remonter le long de son avant-bras, avant d'appuyer fermement jusque sous le coude. Il sursauta sous l'effet de la douleur, puis sentit une sensation familière se répandre dans son membre crispé. Il sut que l'homme était en train de le soigner magiquement, même s'il n'avait pas de baguette à la main. Il y avait un résidu de venin, expliqua sereinement Kronk. Ça devrait aller maintenant. Harry frissonna alors que le souvenir de la morsure se ravivait. Il sentit l'odeur infecte du cadavre décomposé de Bathilda Tour-de-Sac, le sifflement du fourche-langue, les mouvements sinueux du reptile et la douleur atroce qui avait explosé dans son crâne quand les souvenirs de Voldemort l'avaient envahi. Il ne put s'empêcher de porter la main à son front. Son vis-à-vis leva les sourcils en remarquant la cicatrice en forme d'éclair. « Je me demandais ce qu'un sorcier venait faire ici, » dit-il d'un ton pensif. « Mais je vois que je n'ai pas affaire à n'importe lequel d'entre eux. Vous êtes Harry Potter, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi. Comment avez-vous repéré que j'étais sorcier ?» demanda Harry, qui mettait un point d'honneur à se conduire en moldu quand il sortait du monde magique. « Quand j'ai touché votre main, j'ai su qu'elle avait l'habitude de tenir une baguette. Cela crée des cales caractéristiques. »« Ah, mais vous ne m'avez pas reconnu tout de suite. Je suppose que vous êtes célèbre dans votre monde, mais je n'y ai pas remis les pieds depuis plus de 30 ans. Je reçois de la visite d'un membre de ma famille de temps en temps, et il m'a un peu parlé de vous et de votre signe distinctif. Vous vivez en soignant les gens, n'est-ce pas? J'ai un don pour ça. J'ai remarqué, vous n'utilisez pas de baguette? Je n'y ai pas touché depuis mon arrivée ici. Je n'en ai pas besoin. Quand je vois comment elle peut être employée à tuer et torturer, je préfère m'en passer. Vous avez quitté le monde magique pendant la Première Guerre? Déduisit Harry de ses précédents propos. Oui. Vous n'êtes pas revenu quand les choses se sont calmées? J'étais bien ici. Je n'avais pas obtenu assez de buses pour être accepté en formation à Sainte-Mangouste. Alors que là, tant que je ne prescris pas leur médication, je peux faire ce que je veux. Quand leurs docteurs et leurs sciences n'arrivent pas à les soulager, ils viennent me voir. Vous êtes une sorte de rebouteux, en somme, résuma Harry. C'est ainsi qu'ils me nomment. Harry hocha la tête en se demandant si tout ce qui guérissait ainsi de façon quasi miraculeuse avait du sang sorcier. « Vous avez fait beaucoup de chemin pour me trouver, » fit l'homme, rappelant à Harry le but de sa venue. « Je suppose que la personne qui vous rend visite de temps en temps est votre frère Vestus ?» Alérius ne répondit pas tout de suite. Il plissa les yeux et demanda « Il lui est arrivé quelque chose ?»
Je suis désolée. Son cœur a lâché et il s'est éteint dans son sommeil. Harry laissa quelques secondes à l'homme pour accuser le choc. Doucement, il ajouta. Il semble que ces derniers jours n'ont pas été douloureux et qu'il ait été soigné avec beaucoup de dévouement par sa gouvernante. La fameuse Marjorie, je suppose. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne l'a pas épousée. Harry haussa les épaules pour indiquer qu'il ne lui appartenait pas d'énoncer de jugement à ce sujet. « Quand est-ce arrivé » demanda le rebouteux. « Il y a 10 jours. Mrs. Wiblin savait que vous viviez chez les Moldus, mais ignorait où exactement. Il a fallu que l'avocat chargé de la succession étudie les papiers de votre frère pour vous localiser. Nous n'avions qu'une adresse incomplète. » Harry tendit la missive à Kronk. Celui-ci l'examina, les sourcils froncés, avant de la décacheter et de se mettre à la lire. Harry commença à se lever et reprendre son pardessus qu'il avait posé sur la banquette à côté de lui. « Mais pourquoi cet idiot n'a-t-il pas légué sa fortune à cette femme ?» s'exclama Kronk avant qu'il n'ait pris congé. « Vous êtes son frère » lui rappela Harry. « Je suis sorti de sa vie il y a 30 ans. Il sait que je n'ai pas l'intention de partir d'ici. À quoi me serviraient ces galions ? Ils sont convertibles en livres sterling, conseilla Harry. Je n'ai pas besoin de davantage que ce que mes patients me donnent. Harry laissa son regard errer sur la pièce nue aux murs écaillés. On trouve toujours à utiliser son argent, fit-il remarquer. Vous n'êtes pas obligé de tout dépenser d'un coup. Kronk rougit brusquement sous l'effet de la colère. Je suis très bien comme je suis et ma maison aussi. Je ne veux rien du monde magique. J'ai vécu sans lui pendant 30 ans et j'ai bien l'intention de continuer. Que l'argent aille à la fameuse Marjorie. Elle en aura davantage l'usage que moi. Vous pouvez faire des donations, fit remarquer Harry, à des personnes ou à des institutions. Enfin, ce n'est pas à moi de vous conseiller en la matière. Vous devriez peut-être rencontrer Mrs. Wiblin et en parler avec elle. En attendant, toute la fortune de votre frère est passée à votre nom. Kronk lança un regard mauvais à Harry avant de s'adoucir. Je suppose que vous n'y êtes pour rien et que vous ne faites que votre travail. Il eut un petit sourire avant d'ajouter. Vous vous débrouillez pas mal pour vous fondre dans le décor. Quand Vestus venait, il avait l'air de tout sauf d'un moldu. Heureusement que les gens du coin ne sont pas trop regardants et que j'ai la réputation d'être excentrique. On ne s'étonnait pas que je reçoive sa visite. J'ai été élevé chez les Moldus, rappela Harry. J'ignorais. Je vous remercie de vous être déplacé et je m'arrangerai pour faire le nécessaire avec toutes ces complications. Je suppose que mon frère est déjà en terre ? Oui. Je suis désolée, mais nous n'avions aucune idée de l'endroit où vous étiez et on ne pouvait pas remettre indéfiniment. Vous avez bien fait, je n'aime pas les enterrements, de toute manière. Bonne soirée, monsieur Potter. Bonsoir. Oh, je vous dois combien pour mon bras ? On laisse ce qu'on veut dans la boîte qui se trouve dans le couloir. N'oubliez pas que je n'ai pas de gros besoins. Kronk ouvrit la porte et indiqua la direction de la sortie à Harry avant d'aller chercher le patient suivant dans la salle d'attente. Harry vit qu'il y avait effectivement une boîte ronde, en fer blanc, surmontée d'une fente, sur une étagère du couloir. Il y mit tout l'argent moldu qu'il avait sur lui. Dès que le rebouteux referma la porte de son cabinet sur la femme qui avait succédé à Harry, celui-ci transplana pour rejoindre le monde magique. Harry raconta cette visite à Hermione à la première occasion et commenta. « Je me demande combien il y a de sorciers qui ont ainsi rompu le banc pour se fondre parmi les Moldus. »« Oh, une petite centaine. Un certain nombre sont partis à cause de la guerre, mais d'autres ont fui un mariage malheureux ou des études médiocres. Tous n'utilisent pas leur pouvoir pour travailler d'ailleurs. Certains ont complètement renoncé à la magie. »« Ils n'ont pas des accès de magie incontrôlés ?» s'étonna Harry. « Je crois que c'est assez rare quand c'est un choix raisonné et volontaire. Ils doivent avoir des réflexes de protection en cas de danger, je suppose. Mais les autres, ceux qui utilisent leur pouvoir, le ministère les laisse exercer sans contrôle. Il n'a pas peur que le secret soit trahi, qu'ils emploient leur magie pour faire du mal autour d'eux. Il y a moins d'incidents avec eux qu'avec les sorciers de chez nous maladroits ou mal intentionnés. Et dans un sens, ils servent la loi du secret en faisant admettre aux Moldus qu'il existe des phénomènes que la science ne peut expliquer. Les rebouteux, les voyants, les sourciers permettent de banaliser certains manquements au secret. Les Moldus, témoins d'un acte de magie, mettent ça sur le compte des sciences occultes et ne se posent pas de questions. Cela nous évite d'intervenir dans certains cas. Je suppose que cela participe de l'apparition de sorciers spontanés. Oui,
Ils se marient avec des moldus et leurs enfants se retrouvent le plus souvent à Poudlard. Ce renouvellement des gènes est une bonne chose pour tout le monde, sauf pour les tenants du sang pur, qui sont généralement plus mêlés qu'ils ne le croient. S'ils ne l'étaient pas, ils seraient davantage dégénérés. Je sais que Ron adore ta théorie selon laquelle les enfants adultérins sont une bénédiction pour notre communauté, plaisanta Harry. Disons qu'à quelque chose, malheur est bon, répondit Hermione. Le procès des frères Elphick s'ouvrit 6 semaines après leur arrestation. Harry le suivit, partagé entre la satisfaction de voir la procédure aller vers une condamnation certaine et son écœurement de constater que le débat se concentrait sur la violation du traité avec les centaures et occultait totalement l'acte criminel. Qu'on nie le statut de victime à Salomé parce qu'elle était non humaine le choquait. Ce n'est pas lui qui soutenait l'accusation. Il s'en était tenu à sa décision de rester dans l'ombre et de faire oublier sa divergence d'opinion avec le ministre. C'est Owen qui était chargé de rendre compte de l'enquête, secondé par Demelza, qui présentait les preuves matérielles. L'ami de Harry n'avait occulté ni la violence de l'acte, ni la personnalité de la défunte, mais avait dû également souligner le risque politique que l'attaque avait causé. Le représentant du ministère n'avait repris que la seconde accusation et les questions des juges s'étaient focalisées sur l'implication des prévenus et sur le tort qu'ils causaient à la communauté sorcière. Les frères Elphick continuèrent à nier farouchement, mais les preuves accablantes et le témoignage de leur beau-frère Thaddeus Hodpick convainquirent la cour. La sœur des accusés, Belloc, après réflexion, avait fait savoir qu'elle ne désirait pas trahir la famille, et les aurores n'avaient pas insisté pour qu'elle vienne parler devant les juges, estimant que ce n'était pas indispensable. L'empreinte partielle d'Elvendork, trouvée sur l'épée, le désigna comme l'exécuteur, et à ce titre, il fut condamné à 20 ans de réclusion à Azkaban. Ses frères, dont la complicité dans l'utilisation frauduleuse du sang Malaki était établie, écopèrent de 7 ans de prison. En prenant connaissance du verdict, Harry considéra que c'était une victoire, même s'il ne pouvait se défaire d'un sentiment d'inachèvement. Une note volante d'Hermione lui apprit que son ami savait exactement ce qu'il ressentait. « Tu as fait justice à Salomé et à Firenze, en faisant condamner un sorcier pour avoir tué une créature magique. C'est la première fois que cela arrive, Harry. Tu t'en rends compte au moins? Les raisons invoquées importent peu. Tu as réussi. C'est tout. » Cependant, ce n'était pas de l'approbation d'Hermione dont il avait besoin, réalisa-t-il. Il fit une copie de l'acte de condamnation que lui avait rapporté Owen et, sans prévenir personne de sa visite, alla sonner au portail de Poudlard. Madame Darnappan, la concierge, vint lui ouvrir. « Bonjour, monsieur Potter. Que puis-je pour vous? »« Bonjour, je dois aller dans la forêt interdite. »« Voulez-vous que j'appelle Mr. Hagrid ?»« Non, je vous remercie. Je commence à connaître le chemin. » Harry reprit le sentier qui lui était désormais familier. Il se demanda ce que penserait Owen de le voir s'aventurer seul dans ces bois. Sans doute dirait-il que c'était un risque inutile. Mais Harry ne se sentait pas en danger. Il avait compris que les habitants des lieux maintenaient l'équilibre par un strict partage des territoires. Tant qu'il ne s'éloignait pas des chemins que lui avait montrés Hagrid, et qu'il était en bon terme avec les centaures, le danger n'était pas excessif. Il n'attendit pas longtemps une fois arrivé à la clairière. Bientôt, Firenze le rejoignit, seul. « Les coupables ont été jugés aujourd'hui, » lui apprit le commandant des aurores. « Et qu'a décidé la justice des humains, s'enquit le centaure. Celui qui a tué Salomé va passer de nombreuses lunes enfermé loin de chez lui et loin des siens, tenta de traduire Harry, sachant que les notions de temps n'avaient pas de signification pour son interlocuteur. Le peuple sorcier a reconnu la violation du traité qu'il a passé avec vous. Firenze médita un moment, et Harry respecta son silence. Tu es venu, et tu n'as pas ménagé ta peine pour savoir qui avait mis fin à la course de la douce Salomé, finit par énoncer le centaure. Bane était persuadé que tu ne le ferais pas. Tu as convaincu les harpies et les vampires de nous aider, alors qu'ils ne nous aiment pas. Tu as fait plus que nous n'aurions pu accomplir. Tu es de ceux qui peuvent infléchir la course des étoiles, Harry Potter.
C'est l'âme en paix que Harry revint vers Poudlard. Le jour avait commencé à décliner et des lumières apparurent, comme pour l'inciter à prendre des sentes de traverse. Il se garda bien de répondre à l'appel des Pitiponks et ne dévia pas de sa route. Une fois le parc de Poudlard atteint, il obliqua vers le château pour demander qu'on lui ouvre les grilles. Il était encore à une dizaine de mètres des portes donnant sur le vestibule quand la professeure McGonagall sortit du bâtiment. « Voulez-vous parler au directeur ou à l'un de nous ?» questionna la professeure de métamorphose. Au risque de paraître impoli, je pensais rentrer directement, avoua Harry qui ne se sentait pas d'humeur pour les mondanités. « Me permettez-vous de vous raccompagner ?»« Avec plaisir, Minerva. » Ils cheminèrent doucement vers la sortie, alors que la nuit finissait de tomber. Une fois la limite du parc atteinte, ils se retournèrent et contemplèrent le château qui s'était illuminé. « Je ne me lasse pas de ce spectacle, » lui avoua la professeure. « J'y retrouve toujours l'émerveillement qui fut le mien quand je suis arrivée la première fois, avec mon uniforme tout neuf. Certaines choses ne changent pas, et c'est rassurant de pouvoir s'y raccrocher, renchérit Harry. Poudlard est à la fois immuable depuis plus de 1000 ans, mais il a cependant su évoluer pour s'adapter au monde, nuança Minerva McGonagall. S'il ne l'avait pas fait, il n'existerait plus. Difficile de faire comprendre cela à ceux qui luttent pour que rien ne change. Seriez-vous une lectrice attentive d'alternatives magiques ? Plaisanta Harry. Bien entendu. Je m'y suis abonnée depuis leur lancement, répondit-elle très sérieusement. Notre devoir d'enseignant est de former nos jeunes sorciers pour qu'ils puissent s'adapter au monde extérieur. Leur apprendre les mêmes choses qu'il y a 200 ans sans réfléchir n'a pas de sens. Les professeurs Dumbledore et Brocklehurst ont tous deux œuvré en ce sens, de manière fort différente, mais avec le même objectif. Cela n'a pas dû être facile de passer de l'un à l'autre pour vous. C'est vrai qu'être confronté à une méthode aussi dissemblable a été un peu rude pour moi, mais j'ai vite compris qu'Aristote respectait notre établissement autant qu'Albus et qu'il saurait en préserver l'esprit. Maintenant, je suis heureuse que nous ayons eu du sang neuf dans le bureau directorial. Mais je vous retarde avec mes radotages, mon cher Harry. Rentrez vite chez vous. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, Minerva. Vous passerez mon salut à vos collègues et au directeur. Comptez sur moi. Bonne soirée, Harry.